Ici Satou. Quand j'ai rendu visite à mes parents, j'ai vu des panneaux indiquant attention aux ours, mais heureusement, je n'en ai jamais croisé. En voir un depuis une voiture est une chose, mais je ne voudrais jamais en rencontrer un en face à face. Maître, le ciel est menaçant. Il pourrait pleuvoir pendant la traversée des montagnes. Nous venions de franchir la frontière du comté, dans les montagnes, lorsque Lulu a fait son rapport depuis le siège conducteur. Elle avait raison. Sans que je m'en aperçoive, des nuages noirs s'étaient amoncelés au-dessus de nous. Il était presque l'heure du déjeuner, mais nous allions probablement devoir manger dans la calèche. J'ai sorti une cape imperméable du sac de rangement et je l'ai enfilée. Les filles seraient probablement bien dans la calèche, mais j'ai quand même donné à tout le monde leurs vêtements de pluie et je leur ai dit de les porter. Lulu, je prends le relais. Oui, monsieur. La route est étroite ici, alors restez près du flanc de la montagne si possible. D'accord. J'ai repris les rênes des mains de Lulu. La route s'était rétrécie depuis notre entrée dans les montagnes, et il y avait à peine assez de place pour que deux calèches se croisent. La pente était peut-être très douce, peut-être par considération. Cependant, à cause des nombreux virages, la visibilité était réduite au loin. Plus loin dans les montagnes, j'ai aperçu 4 chevaux et une calèche qui fonçaient. Bien sûr, se précipiter sur une calèche était encore plus lent qu'une moto, mais je me suis demandé s'il ne s'était pas passé quelque chose. J'ai sélectionné, recherché sur toute la carte, dans mon menu magique et j'ai rassemblé des informations sur le comté de Kouanou. 3 cavaliers suivaient la calèche. J'avais d'abord deviné des voleurs, mais c'étaient des escortes. La calèche était bel et bien attaquée par près de 30 points rouges sur le radar. Je ne les voyais pas d'ici, mais en sélectionnant un point, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une meute de loups. J'ai aperçu l'un des gardes à cheval qui repoussait les loups avec un arc court. Le capitaine de l'escorte avait à peu près le niveau de Lisa. Les 2 autres étaient de niveau 6 ou 7 à peu près la force d'un soldat moyen, je dirais. Les loups n'étaient que de niveau 3 ou 5, donc tant qu'ils ne dépassaient pas et n'encerclaient pas la calèche, les cavaliers s'en sortiraient probablement. Néanmoins, nous étions sur le point d'entrer en collision frontale avec la calèche en fuite, ce qui m'a incité à consulter la carte pour trouver un endroit où fuir. Au-delà de la crête suivante se trouvait apparemment une aire de repos avec une cabane où nous pourrions nous mettre à l'abri, alors j'ai poussé la calèche vers elle. Des dogs? Il y en a plein, monsieur. Vêtus de leurs vêtements de pluie, Pochi et Tama ont grimpé à l'avant pour signaler avoir repéré la meute à travers les arbres. Ce sont des loups. Ils poursuivent une calèche. Je les ai corrigés, puis j'ai expliqué la situation au reste du groupe à l'intérieur une fois qu'ils eurent fini de se changer. Des loups à la poursuite d'une calèche? On dirait un drapeau pour sauver une princesse ou un noble. Arisa semblait ravie de ce qu'elle croyait être une rencontre scénarisée, mais je lui ai dit de ne pas être ridicule. De plus, j'avais déjà réussi une mission de sauvetage de princesse et une mission de sauvetage de noble. Comme si un dieu du destin avait entendu la plaisanterie et s'en était offusqué, un loup géant de la taille d'une charrette attaqua les escortes montées. J'ai dû cligner des yeux ou détourner le regard une seconde, car j'aurais juré qu'il s'était téléporté devant le cavalier. Le capitaine de cavalerie se défendit contre l'attaque de la bête géante, mais 3 autres loups de la même taille bondirent sur lui. Incapable de se défendre contre la meute, il tomba rapidement. Les 2 autres cavaliers le virent, lâchèrent leurs arcs et tentèrent de fuir. Une décision judicieuse. Je voulais les aider, mais un arc court ne suffirait pas à cette distance. Le pistolet magique était hors de portée, lui aussi, car il avait à peu près la même portée. Mais une lance ou une pierre de jet aurait pu atteindre. J'ai arrêté notre calèche et lancé une pierre sur l'un des énormes loups. Ignorant la résistance de l'air et l'accélération gravitationnelle, le missile a filé à une vitesse subsonique et a fracassé la tête du loup géant. Je me suis préparé à tirer une 2e fois, mais aussi soudainement qu'ils étaient apparus, les autres loups géants ont disparu sur place. Les points sur mon radar suggéraient qu'ils s'en prenaient à la calèche. J'ai examiné les détails des loups géants sur la carte. C'étaient des loups fusées, des monstres de niveau 10, dotés des compétences uniques, propulsion par réaction, et contrôle de parenté. Ils étaient donc de la même espèce que le petit que Tama avait capturé auparavant. On va tendre une embuscade aux loups dans la zone dégagée qui approche. Préparez-vous au combat, tout le monde. Un concert de confirmation a retenti en guise de réponse. Même les chevaux ont répondu par des reniflements pleins de combativité. Faites ton mieux, Ri, monsieur. Toi aussi, Effie. Pochi et Tama ont encouragé les chevaux avant de préparer leurs boucliers et leurs épées courtes. Ri était le cheval de droite, et Effie celui de gauche. Inutile de préciser que l'inspiration pour leur nom venait de leur côté respectif de la voiture. Lulu, conduis pour moi, s'il te plaît. Je vais devant jusqu'à la place. Lulu se précipita dans la place du cocher pour me prendre les rênes, et je me mis à courir seul sur la route. Bien sûr, je ne pouvais pas sprinter à toute vitesse, sinon je défoncerais la route, alors je me limitais à la vitesse d'une voiture moyenne. Tout en courant, je consultais la carte.
En peu de temps, les 2 escortes restantes étaient devenues la proie des loups fusées, hommes et chevaux confondus. Mais les escortes avaient gagné du temps, et la voiture était encore en sécurité. Les archers à l'arrière s'efforçaient de tenir les loups à distance. Les plus petits n'étaient que des loups bruns ordinaires. Le pouvoir de contrôle des loups fusées les contrôlait probablement. J'arrivais à la place. C'était plus grand que je ne l'avais imaginé. Il y avait des arbres le long de la vallée pour protéger du vent et assez de place pour garer 3 calèches. Un peu plus haut, à flanc de montagne, se trouvait une petite cabane en rondin. Les premières gouttes de pluie tombèrent enfin des lourds nuages. Je regardais plus haut sur le flanc de la montagne, au-delà de la zone plate où se trouvait la cabane. De là, je devrais pouvoir abattre les loups au col. Rapidement, je pris un arc court et quelques flèches dans le stockage. Mince, je n'ai que 10 flèches. Claquant la langue, je gardais les yeux rivés sur les loups bruns et la calèche tandis qu'ils apparaissaient et disparaissaient, tirant l'un après l'autre. Je visais leurs organes vitaux, donc la plupart de mes tirs furent des éliminations en un seul coup. Plus grand que Titraki, expert en arc. La cadence de tir rapide de l'arc était encore plus rapide que celle du pistolet magique. J'aperçus l'un des loups roquettes et m'en débarrassai. Ma dernière flèche n'ayant pas suffi à l'abattre, j'ai sorti mon pistolet magique du stockage pour le coup de grâce. La puissance de l'arc court dépendant de la force avec laquelle on tirait sur la corde, le niveau du manieur avait peu d'effet. Après cela, j'ai vaincu quelques loups bruns supplémentaires avec le pistolet magique, mais la route a pris un large virage le long d'une autre montagne, me faisant perdre de vue. En contrebas, la calèche avec le reste de mon groupe est arrivée, et je suis descendu les rejoindre. J'ai éliminé environ la moitié des loups. Il en reste 2 géants, on les appelle des loups fusées. Ils sont vraiment forts, alors on va les éliminer un par un ensemble. Même les filles bêtes auraient du mal à vaincre ces monstres, 1 contre 1 sans se blesser. J'ai demandé à Lulu de se cacher dans la hutte et j'ai attaché les chevaux à un arbre caché dans l'ombre derrière. Arisa retroussait ses manches et faisait tournoyer ses bras, mais je devais lui parler doucement et lui faire éclater sa bulle. Arisa, n'utilise pas tes compétences uniques. Quoi, maître, se pourrait-il que tu sois enfin tombé amoureux de l'incroyable Arisa et de tout son? C'est un ordre, bien. Arisa tomba à 4 pattes, exprimant sa déception de façon dramatique. Je me sentais mal, mais je voulais suivre le conseil que Zen m'avait donné à l'article de la mort. Je devais m'assurer que nous n'utilisions pas imprudemment des compétences uniques comme le coup de canon à coup unique d'Arisa. Sous l'ombre de la montagne, le carrosse apparut sur la colline, à une trentaine de mètres. De la vapeur blanche s'échappait du corps trempé par la pluie du cheval. Le carrosse, bon, attaque. Au rapport de Tama, je donnai le feu vert au combat. L'arc et les flèches de Mia, les pierres de Pochi et Tama, et les flèches magiques de Nana fondirent sur les loups qui poursuivaient le carrosse. Comme la magie psychique d'Arisa pouvait potentiellement affecter la calèche, nous ne l'avons pas utilisée ici. J'ai tiré sur les loups, un pistolet magique dans chaque main. Waouh, des pistolets à 2 mains? C'est génial. Ah, si seulement les appareils photonumériques existaient. J'ai ignoré les commentaires d'Arisa et j'ai éliminé loup brun après loup. Alors que la bête de somme atteignait le sommet de la colline et s'engageait dans la descente, j'ai pu observer la calèche. Sous la verrière arrachée, j'ai aperçu un loup fusé à 2 doigts de dévorer le cocher. Il n'y avait aucune trace des gardes qui étaient à l'arrière. Monstre, courez, le cocher nous a repérés et a crié. Il n'a pas dû entendre le loup fusé lui souffler dans le cou, car il n'a pas regardé en arrière. Le loup fusé a ouvert la gueule triomphalement au-dessus de la tête du cocher. On ne peut pas aller plus loin. J'ai réglé le pistolet magique au maximum et lui arraché la tête. Dans un bain de sang, le loup géant dégringola du véhicule. Le carrosse traversait la place. Arisa, en réponse à mon appel, Arisa lança son sort d'onde de choc dans la foule de loups poursuivant le carrosse, les frappant tous de plein fouet. Les loups ordinaires trébuchèrent et tombèrent, saignant des yeux et des oreilles. Au moins la moitié d'entre eux étaient morts. Je voulais que les filles bêtes s'occupent du reste des animaux les plus faibles, mais il fallait d'abord s'occuper de 2 autres loups fusés. À cet instant, un point lumineux apparut sur mon radar, venant droit vers nous depuis le sommet de la montagne. J'essayais de le trouver, mais ne vis rien. Il semblait suivre l'autre carriole, pas nous. Je sortis sur la route, scrutant la carriole en fuite. Une créature géante descendit du ciel et atterrit sur la carriole, démolissant le porte-bagages supérieur endommagé. C'était une bête semblable à un dragon, avec 3 têtes de serpent et 2 ailes, une hydre. Elle était de niveau 39, ce qui semblait approprié pour un monstre de la taille d'une maison individuelle. C'est comparable au roi mort-vivant Zen. Pour sauver le cocher, je pointais mon arme sur l'hydre. Maître, derrière vous, entendis-je Arisa crier derrière moi. Ma compétence, détecter le danger, réagit au même moment. Un point rouge fonçait sur moi sur le radar, un loup fusé. Bouclier Tate,
Avant que je puisse tourner la tête, le bouclier magique de Nana stoppa la charge du loup fusée. Il ne stoppa pas complètement son élan, cependant, car le loup poussa le bouclier transparent vers moi. Je rangeai le pistolet magique et arrêtai le bouclier de ma main libérée. Hélas, le point du cocher avait déjà disparu du radar. Dans un accès de rage, je projetai le bouclier et le loup dans les airs. Mon attaque brisa le sort en éclats de lumière et fracassa la mâchoire du loup fusé derrière lui. Le coup lui enleva près de 90% de sa santé, et sa jauge de PV diminua rapidement. Pochi et Tama se précipitèrent et lui tailladèrent les tendons des pattes arrière, et la lance de Lisa lui transperça le flanc en plein cœur. Finalement, la magie de Nana créa 3 flèches magiques qui transpercèrent la tête du loup, l'achevant. Laissant les derniers survivants de la meute à Lisa et aux autres, je me retournai vers l'hydre. Elle portait le cheval dans sa gueule, fuyant tranquillement de l'autre côté de la montagne. Je savais qu'attaquer l'hydre maintenant ne changerait le destin de personne, mais je pouvais au moins me venger. La créature était déjà hors de portée du pistolet magique, alors je sortis une courte lance du stockage, visai l'hydre et la lançai de toutes mes forces. La lance, dépassant la vitesse du son, transperça les 3 têtes de l'hydre. Mon arme avait transpercé les 2 premières têtes et entaillé la 3e, mais cela ne suffisait pas à la vaincre. Perdant rapidement de l'altitude, l'hydre disparut derrière la montagne. Mon sortir de feu l'aurait probablement achevé, mais vu les incendies de forêt qui risquaient de se produire, c'était trop dangereux. J'avais vraiment besoin d'une magie à longue portée facile à utiliser, comme balle gelante ou flèche magique. Par précaution, j'ai marqué l'hydre sur ma carte. J'ai envisagé d'indiquer tous les monstres puissants du comté, mais une recherche a rapidement révélé qu'il y en avait trop. Les points pour les monstres et les démons de l'enfer sur le radar étaient blancs, sauf s'il était hostile, de la même couleur que les humains et les animaux. J'ai donc changé leur couleur par défaut en jaune. Ce faisant, j'ai remarqué que, contrairement au comté de Seriou, ce territoire comportait plusieurs zones vides. Le comte Kuanu ne contrôlait probablement pas ces zones. La plupart se trouvaient près de la frontière sud de la baronnie de Muno, mais l'espace vide au sud de la ville voisine de Nuki se trouvait juste à côté de notre position. Espérons que ce ne soit qu'une région inexploitée ou autonome, mais s'il s'agissait d'un repère de bêtes dangereuses comme l'hydre, je préférerais le découvrir au plus vite. Une fois que nous aurons trouvé une auberge en ville ce soir et que tout le monde sera bien installé, je devrais m'éclipser et enquêter. Ils penseront que je suis encore allé dans le quartier chaud, mais assurer notre sécurité est primordial. À la fin de la bataille, le ciel s'était ouvert sous une pluie torrentielle. Je me sentais coupable d'avoir laissé les corps se faire tremper par la pluie, mais les glissements de terrain étaient désormais un risque, alors nous avons tous évacué vers le refuge. Comme tout le monde avait froid et était trempé par la pluie, j'ai demandé à Lisa de préparer le déjeuner pour nous réchauffer. Arisa et Nana avaient gagné un niveau chacune au combat. Nana n'avait acquis aucune compétence, et Arisa semblait accumuler des points. Nana avait utilisé trop de magie pratique au combat et ses PM étaient faibles. Je lui ai donné une potion de récupération magique achetée à Seriou. Après avoir fait bouillir de l'eau, Lulu a préparé du thé, et le parfum rafraîchissant des herbes m'a aidé à me vider la tête. Je n'y avais pas pensé avant, mais je venais de réaliser que si quelqu'un avait un accident à cause du chariot accidenté et des cadavres de loups roquettes, j'en aurais la conscience tranquille. J'ai ouvert la carte et cherché d'autres chariots possibles sur la route. Même le véhicule le plus proche ne passerait pas par ici avant au moins 3 heures. Ah bon? Il y avait un survivant au milieu du col. 2, en fait. Il leur restait environ la moitié de leur endurance, mais leur statut indiquait inconscient. J'ai dit à Arisa et aux autres que j'allais vérifier l'état du chariot un instant et je suis sorti seul sous la pluie. Après avoir ramassé les corps des gardes et des loups tombés sur la route, je me suis dirigé vers les 2 survivants. Ils avaient dû tomber du chariot dans un virage serré au col et avaient survécu en atterrissant sur une corniche qui surplombait la falaise. J'ai attaché une corde à un arbre robuste qui dépassait du flanc de la montagne et je l'ai utilisé pour redescendre. J'aurais certainement pu sauter sur la corniche comme d'habitude, mais j'ai préféré être prudent, car je devais remonter avec 2 personnes. Difficile de dire à quoi ils ressemblaient, car ils étaient couverts de boue, mais d'après l'écran de réalité augmentée, il s'agissait d'un garçon et d'une fille d'une vingtaine d'années. Étonnamment, malgré leur âge de lycéen, ils étaient mari et femme. Enfin, je suppose que ce n'est pas si étrange, puisqu'ils sont adultes selon les normes de ce monde. Comme le garçon avait une jambe cassée, j'ai prodigué les premiers soins et posé une attelle. Puis je les ai attachés tous les 2 à la ligne de vie et j'ai sauté une trentaine de mètres plus haut, une personne sous chaque bras. Finalement, la corde n'était pas vraiment nécessaire. De toute façon, leur vie ne semblait pas en danger, alors je les ai allongés sous un arbre pour qu'ils se reposent un instant sous la pluie, j'ai récupéré et rangé les corps du capitaine d'escorte et de son cheval, et j'ai ramené les 2 survivants à la cabane en rondin.
J'ai placé les corps sous un grand arbre et les ai recouverts d'un tissu. Le cheval étant trop grand pour être enchâssé sous l'arbre, je l'ai déposé à proximité, sous un tissu imperméable. J'ai trouvé des survivants. Mia, s'il te plaît, utilise la magie de guérison sur eux. Mia hocha la tête, et je l'ai laissé à ses soins avant de retourner dehors. Je voulais récupérer le corps du cocher. Maître, j'ai laissé Lulu et Nana s'occuper de la cuisine. S'il vous plaît, permettez-moi de vous accompagner. Lisa m'avait suivi en imperméable, alors j'ai décidé de l'emmener. Pochi et Tama voulaient venir aussi, mais comme le corps serait probablement horrible à voir, je leur ai ordonné de rester. Lisa et moi avons marché sur la route. Je suppose que c'est prévisible, puisque cet énorme demi-dragon a atterri ici, murmura Lisa d'une voix tremblante. Suivant son regard, j'ai aperçu l'épave de la calèche. À l'emplacement de la diligence du cocher gisait maintenant le corps d'un homme, écrasé jusqu'à la taille. Il devait déjà être mort lorsque j'ai tenté de les sauver. J'ai rassemblé les effets personnels du défunt et vérifié ses papiers d'identité. C'était un marchand de Kuanu. La majeure partie de la cargaison avait été détruite, alors je l'ai poussé, ainsi que l'épave de la calèche, dans un fourré au bord de la route pour ne pas gêner la circulation. Après que la pluie se soit calmée, Arisa a utilisé son sort de magie psychique, Réveil, pour réveiller les deux survivants. Je leur annonçai qu'ils étaient les seuls survivants et les conduisis à l'arbre où j'avais déposé les corps. Ils s'exclamèrent, « Grand frère, mon frère !» Les filles bêtes, qui récupéraient les noyaux des cadavres des loups fusés sur la place, s'approchèrent d'eux avec sympathie. Lulu, qui saignait les loups bruns non loin de là, semblait elle aussi inquiète. Je ne pouvais déchiffrer l'expression de Nana qui travaillait à côté de Lulu, mais comme elle observait aussi les survivants, elle ressentait probablement la même chose. Le garçon s'installa le premier, alors je lui discutais un peu. Le cocher était le frère de la fille, et tous les trois faisaient des affaires ensemble. Ils avaient engagé une équipe d'escorte compétente lorsqu'il avait appris que la frontière était infestée de loups, mais aucun d'eux ne savait que des monstres comme les loups fusés attaqueraient aussi. Il donna un violent coup de pied dans la tête du loup fusé sur la place, et je l'emmenai avec moi récupérer la cargaison éparpillée sur la route. Cela l'aiderait sans doute à se changer les idées un moment. J'ai appelé Arisa et Mia pour qu'elles s'occupent de la fille. Le garçon et moi avons inspecté la cargaison qu'ils avaient jetée pour alléger le chariot. Pochi et Tama nous ont suivis. La plupart de leur chargement était composé de produits de menuiserie et de poterie. La poterie était calée avec une sorte de sciure, si bien qu'au moins la moitié était intacte. Il y avait toutes sortes d'objets en bois, comme des manches de lance, des hampes de flèches et divers meubles. On vous aide, monsieur. Tama et Pochi ont insisté pour porter le chargement, et lorsque nous avons atteint le corps du capitaine d'escorte, la plupart des biens avaient été récupérés. Que faire des corps? Je pense qu'il serait préférable de les enterrer derrière le refuge. Je suis vraiment désolé que vous nous ayez tant aidés, mais pourriez-vous me donner un coup de main? Je m'attendais à ce qu'il nous demande de les emmener à la ville la plus proche, mais d'après le garçon, la plupart des gens abandonnaient les corps tels quels au bord de la route, et même les plus fervents religieux ne faisaient qu'une prière ou une offrande. Même s'il restait des proches survivants, comme dans ce cas, ils pouvaient rarement se permettre un enterrement. J'ai accepté sans hésiter sa requête et nous avons creusé des tombes derrière la hutte. Il aurait été normalement difficile de creuser des trous pour enterrer 4 personnes, mais entre ma fort incroyablement élevée et l'aide des filles bêtes, nous avons terminé en un rien de temps. Pendant que les deux survivants faisaient leurs derniers adieux, j'ai enterré les chevaux dans un coin de la place. Lisa a demandé si nous devions les abattre pour les manger, mais cela ne me semblait pas juste. J'ai donné le sac de garage à Pochi et Tama pour qu'ils récupèrent les cadavres des loups bruns, puis je suis allé aider Lisa à dépecer les loups fusés. Ils étaient trop gros pour rentrer dans le sac, ce qui expliquait probablement sa demande. Puisque Lulu et Nana avaient fini de saigner les loups bruns et nous avaient rejoints, il ne me restait plus qu'à attacher la corde aux branches d'un grand arbre pour suspendre les cadavres de loups fusés. Après avoir placé un petit tonneau rempli d'eau près de Lisa et des autres, j'ai observé leur travail en silence. Je m'attendais à ce qu'ils ne prennent que la fourrure, mais ils ont aussi ramassé la viande. Madame Lisa, on peut vraiment manger de la viande de monstre? On jettera les organes, car ils pourraient être dangereux, mais vu la couleur de la viande, je pense qu'elle devrait être comestible. Lisa répondit à la question de Lulu avec assurance. La couleur ressemblait bien à celle du bœuf, mais je n'étais pas sûre qu'on puisse vraiment se baser sur ce seul critère. J'ai analysé l'un des morceaux de viande et j'ai découvert qu'ils étaient bel et bien comestibles et exempts de poison. Arisa et Mia, qui accompagnaient le garçon et la fille, m'ont interpellé de derrière la cabane en rondin. Avez-vous fini vos adieux? Oui, mon frère aîné me gronderait sûrement si je continuais à pleurer indéfiniment. Essuyant les dernières larmes de ses yeux rougis, la fille m'adressa un sourire résolu. Après avoir discuté un instant avec elle, le garçon et moi avons pelleté de la terre sur les corps.
J'ai gravé les noms figurant sur les papiers d'identité des défunts sur une pierre tombale de taille appropriée. Après avoir quitté le refuge, nous avons atteint la ville la plus proche du comté de Kuanu, Nuki, dans la soirée. Le garçon a signalé l'incident au gardien du col. Je suis venu compléter les détails. Alors, une meute de loups menée par des loups fusées est apparue sur la route de notre comté? Il reste généralement plus à l'ouest. Peut-être que l'hydre a poursuivi la meute dans la zone? C'est avec cette pensée en tête que j'ai parlé de l'hydre au gardien. Une hydre, vous dites? Pas seulement des loups fusées? J'ai aussi vu la calèche fracassée. La seule autre possibilité serait qu'elle soit écrasée ainsi, si une énorme pierre lui était tombée dessus. Le garde ne semblait pas convaincu, alors le garçon compléta son témoignage. Pourtant, le garde avait visiblement du mal à croire qu'une hydre soit apparue sur une route fréquentée. Vous êtes sûr qu'elle n'a pas été écrasée par des chutes de pierre, alors? Si vous avez des doutes, je vous invite à inspecter les restes par vous-même. Je suis sûr qu'il y avait d'autres témoins, alors vous pourriez peut-être demander à des fermiers ou des chasseurs du coin. Ce n'était pas grave s'ils ne nous croyaient pas pour l'hydre. J'ai choisi de ne pas trop insister. Cependant, ce commentaire a fini par la rendre plus crédible, alors il nous a emmenés dans un bureau du gouvernement pour rencontrer quelqu'un appelé le secrétaire adjoint. Permettez-moi de résumer. Vous avez vu une meute de loups bruns et de loups fusés pour chasser des marchands. Les loups ont tué leurs escortes au combat, et pendant que vous les combattiez, une hydre est apparue, a tué le cocher et s'est envolée avec le cheval. Est-ce exact? J'ai acquiescé, confirmant la description du secrétaire adjoint. Les seules autres personnes présentes étaient le garçon et quelques hommes à l'allure officielle. Tous les autres attendaient près de notre calèche, devant le bureau du gouvernement. Je vais maintenant vous interroger sur les détails de votre histoire, par ordre chronologique. Vrai ou faux? Je m'attends à ce que vous répondiez simplement oui. Sur ce, il commença un examen attentif. Le secrétaire adjoint atteste demande. Les escortes des marchands ont été tuées lors du combat contre les loups, n'est-ce pas? Oui. Le secrétaire adjoint atteste demande. Une hydre a tué le marchand, n'est-ce pas? Oui. Le secrétaire adjoint atteste demande. Vous-même n'avez causé aucun mal au marchand, n'est-ce pas? Oui. Le secrétaire adjoint atteste demande. L'hydre s'est enfuie dans les montagnes, n'est-ce pas? Oui. Il semblait m'interroger nonchalamment, mais je n'y prêtais aucune attention et répondis. Puisque le premier garde possédait le don de l'œil du jugement, il aurait déjà dû savoir que nous n'avions pas tué le marchand. Cette personne dit la vérité. Monsieur, déconcerté, l'un des fonctionnaires se précipita dans une autre pièce. Il se rendait chez le connétable, celui à qui le Seigneur avait confié la gouvernance de la ville. Le connétable utilisera un outil magique pour contacter le comte immédiatement. Je suis sûr qu'il enverra l'armée s'occuper de l'hydre en un rien de temps. Le secrétaire esquissa un sourire confiant. Le garçon et moi fûmes convoqués dans le bureau du connétable, et une fois de plus nous dûmes expliquer la situation concernant l'hydre et les loups fusés. Apparemment, les loups fusés contrôlaient les loups bruns comme l'heure pour la chasse en montagne, et l'armée du duc peinait à les affronter. Le baron qui servait de connétable nous félicita, quoiqu'avec condescendance. Après cela, nous nous rendîmes dans le bureau de l'assistant du connétable pour discuter de notre récompense pour les informations sur l'hydre et la défaite des loups fusés. La ville semblait avoir un petit budget, et je sentais qu'ils étaient réticents à donner de l'argent. J'ai donc essayé de leur demander une lettre de recommandation pour une auberge pour la nuit plutôt que des marchandises ou de l'argent. Dès que je leur ai dit qu'une récompense pécuniaire ne serait pas nécessaire, le mince assistant s'est mis à écrire joyeusement au pinceau et à l'encre. J'imagine que malgré son titre de petit noble, il a eu une vie plutôt rude. Après cela, le garçon est allé signaler la mort du colporteur et des gardes. Pendant ce temps, j'ai vendu 2 des noyaux des loups fusés au guichet du bureau du gouvernement. Leur valeur était bien plus élevée ici, presque 3 fois supérieure à celle de Seriou. Une fois nos courses terminées, j'ai emmené les enfants dans une entreprise où travaillait une de leurs connaissances. En guise de récompense, le garçon m'a dit de prendre ce que je voulais parmi les marchandises en stock. Je ne manquais pas d'argent, mais il aurait été impoli de refuser ses remerciements. J'ai donc choisi des hampes de flèches et des manches de lance. J'aurais été un peu inquiet pour l'avenir du garçon si j'en étais resté là. Je l'ai subtilement convaincu de me dire lesquels de leurs produits étaient les plus difficiles à écouler dans cette ville et j'en ai acheté quelques-uns à un prix légèrement supérieur. Arisa m'a reproché d'être trop indulgent, mais comme nous n'avions pas à payer de frais de port, j'ai pensé que nous pourrions rentrer dans nos frais en les vendant ailleurs. Le garçon et la fille nous ont remerciés à plusieurs reprises en nous disant au revoir, et nous sommes allés à l'auberge que les gens du bureau du gouvernement nous avaient dit être la meilleure de la ville. Comme c'était une ville assez petite, nous sommes arrivés rapidement à l'auberge. J'ai essayé de réserver une chambre ou 2 pour que tout le monde puisse se reposer, mais on nous a informé que les demi-humains n'étaient pas autorisés à l'intérieur. J'aurais probablement pu convaincre Arisa d'utiliser à nouveau le pouvoir qu'elle avait démontré à Kainona, mais ce ne serait pas nécessaire ici.
j'ai remis au propriétaire notre lettre d'introduction du bureau du gouvernement. L'effet fut immédiat, et nous avons obtenu 2 chambres pour 4 personnes, comme demandé. Après que le propriétaire l'eut poliment pliée et me l'eut rendue, je la glissai dans ma poche de poitrine. Elle ne servait plus à rien, mais je n'allais pas jeter une lettre de noblesse. Nous avons déterminé nos chambres à pierre papier ciseaux, et j'ai fini par partager une chambre avec Nana, Lulu et Lisa. Au début, j'ai craint que ce ne soit un procès, mais j'ai ensuite compris que c'était sans intérêt. En effet, je comptais explorer la zone vide ce soir. Il était presque soir, mais comme nous prévoyions de partir tôt le lendemain matin, j'ai assigné à chacun des courses. Arisa et Nana trouveraient le poivre et les autres épices. Les autres réapprovisionneraient le fourrage et le cercueil d'eau. Accompagnée de Lisa, je suis allée visiter la seule boutique d'alchimie et de magie de la ville. Pour éviter tout problème, j'ai fait porter à Lisa un pardessus à capuche. Quand nous sommes arrivés au magasin, un homme avec une capuche sur les yeux a surgi et a failli me claquer la porte dessus, mais Lisa a rapidement tendu la main et l'a arrêté. La porte heurta le visage de l'homme, qui protesta d'un ton impérieux. « Attention, à qui crois-tu avoir affaire ? Pardon, es-tu blessé ? Personnellement, je pensais que c'était de sa faute, mais j'ai décidé de prendre mon courage à 2 mains et de m'excuser. Tu me pardonneras si je n'y étais pas vraiment. » L'homme, le visage caché sous sa capuche, remarqua quelque chose et ferma la bouche avant de monter dans la voiture qui attendait non loin. Alors que son serviteur émergeait lentement de la boutique, chargé d'un lourd bagage, l'homme à la capuche lui cria « On va à la prochaine boutique. »« Viens vite, espèce d'esclave stupide. » La voiture démarra avant que l'esclave puisse y monter. Sans un mot de plainte, l'esclave prit le sac qui tintait sur son épaule et suivit la voiture. « Allons-y, Lisa. » Je fis signe à ma compagne, qui regardait la voiture partir, et nous entrâmes dans la boutique. « Bienvenue. Si vous cherchez des toniques pour hommes, nous avons des pilules, mais pas de potions. » La vendeuse, affublée de ce qui ressemblait à d'étranges lunettes magiques, tira des conclusions hâtives avant même que je ne dise un mot. Ai-je l'air d'un lubrique à ce point-là ? Je fis appel à mon « poker face » pour masquer mon mécontentement. « Bonjour, je voudrais acheter de l'élixir pour la fabrication de potions. En avez-vous en stock ? Pour les potions de récupération d'endurance, nous pouvons vous en vendre 3 paquets. Ils coûtent 1 pièce d'argent chacun. Il y a une petite pénurie de noyaux en ce moment, alors ne vous attendez pas à une réduction. Si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas. 3 paquets entre les doigts, la vendeuse se lança dans son argumentaire hautain. C'étaient de petits sachets en papier, comme ceux que l'on trouve dans les hôpitaux pour les médicaments en poudre. Ils coûtaient presque 3 fois plus cher que ceux de l'alchimie de Serious City, mais ma compétence, estimation, m'indiquait que c'était proche de la valeur marchande réelle, donc elle ne me surfacturait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais s'il manque de noyaux, je parie que le stabilisateur est moins cher. J'avais vendu les noyaux de loup fusée au bureau municipal plus tôt, mais il me restait plein de noyaux du berceau. Il ne me manquait plus que le stabilisateur pour fabriquer autant d'élixirs que je voulais. Vous avez du stabilisateur, alors ? Oui, on en a plein. Si vous avez vos propres noyaux, d'ailleurs, je me demandais si vous pourriez nous aider un peu. Quelle brusquerie, me demander soudainement de vendre des noyaux ? En fait, je suppose que puisque j'avais demandé le stabilisateur pour fabriquer de l'élixir, il était naturel que j'aie l'autre ingrédient principal. Mais n'y avait-il pas une règle selon laquelle les noyaux acquis sur un territoire devaient être vendus à un gardien ou à un fonctionnaire de cette région ? J'ai bien peur d'avoir vendu mes noyaux à l'administration. Oh, voyons, si vous êtes alchimiste, vous en avez sûrement gardé 1 ou 2 en cachette. Désolé de vous décevoir, mais non. J'ai compris la situation critique d'être à court d'ingrédients, mais ce serait quand même enfreindre la loi. Ma sécurité étant ma priorité absolue, j'ai décliné la transaction. Eh bien, si vous connaissez quelqu'un qui a des noyaux, envoyez-les-nous, s'il vous plaît. On les achètera, même si le vendeur est louche. Je vais en parler à mes connaissances. On dirait qu'on profite de sa faiblesse, mais je me demande si elle me vendrait des parchemins magiques en échange de noyaux. J'ai un ami qui veut des parchemins magiques. S'ils peuvent m'apporter au moins ce poids de noyaux rouges, de grade 3 ou plus, je pourrais certainement y réfléchir. Alors, les noyaux avaient différents grades ? Par curiosité, j'ai demandé à la vendeuse de me les expliquer. Elle m'a montré un nuancier. Je l'ai comparé aux noyaux que j'avais en réserve via le menu. J'ai trouvé des noyaux correspondant à chaque couleur du nuancier et je les ai utilisés comme échantillons pour créer des dossiers pour chaque grade. Pendant que je vérifiais les échantillons, la vendeuse a disparu au fond du magasin et est revenue avec un sac de 9 kilos. Le sac flottait légèrement derrière elle, si typiquement magique qu'on aurait presque dit un tour de passe-passe. C'est de la magie ? C'est juste du tableau flottant. Vous n'avez jamais rien vu d'aussi courant ? Malgré ses affirmations, elle semblait fière d'elle. Je me souvenais avoir vu un sort similaire dans un guide d'initiation à la magie pratique.
J'ai vérifié le stabilisateur qu'elle avait apporté. L'écran de réalité augmentée l'appelait stabilisateur, poudre de feuilles du J. Le prix du marché était de 5 pièces d'or. C'est de la poudre de feuilles du J, n'est-ce pas? En effet, vous avez l'œil. C'est un produit rare par ici, mais nous en avons reçu une grande quantité d'un marchand en échange de potions il y a quelque temps. Heureusement, elle n'est pas encore périmée. Combien seriez-vous prêt à vendre? Nous venons de faire le plein d'herbes de Yarma pour stabilisateur, donc je serais même prêt à m'en séparer en entier. Si vous achetez tout le lot, ce sera 2 pièces d'or. J'étais tenté de lui demander le stock le plus récent, mais comme elle le proposait à moins de la moitié du prix du marché, je n'ai pas hésité à profiter de la liquidation. En fait, comme la qualité ne devait pas se détériorer pendant le stockage, c'était une excellente affaire pour moi. J'ai acheté le sac entier, ainsi que d'autres ingrédients pour la fabrication de potions et des choses que je pourrais avoir du mal à me procurer. Une fois payé et prêt à quitter le magasin, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose. Combien coûteraient des fioles de potions? Désolé, quelqu'un a racheté tout notre stock juste avant votre arrivée. Il avait un mandat de réquisition avec le sceau du vice-roi de Sedum City, donc je ne pouvais pas refuser. Pourquoi quelqu'un aurait-il récupéré de force un tas de fioles? Le vice-roi produisait-il des potions en masse, ou quoi? Soit dit en passant, un vice-roi occupait un poste comparable à celui d'un connétable, chargé de gouverner la ville. Me plaindre ici ne me servirait à rien. J'ai décidé d'aller faire mes provisions dans un atelier de poterie. Mais à cause du même homme, elles étaient épuisées. Il ne fabriquait des fioles pour l'alchimie qu'une fois par mois et me demandait d'attendre le mois suivant. Comme il devait mélanger le stabilisateur à la base, il ne pouvait pas les fabriquer en même temps que d'autres produits. J'ai tout de même acheté une grande quantité de stabilisateurs, comme ça, si la ville voisine n'en avait pas non plus, je pourrais essayer de fabriquer les fioles moi-même. Heureusement, le bout de papier que j'ai reçu de Oz contenait des instructions détaillées sur le processus de poterie. Je pourrais m'en sortir. De retour à l'auberge, j'ai reçu un rapport fier d'Arisa annonçant qu'elle avait acquis le poivre. Et ce n'était pas tout, ils allaient aussi. J'ai obtenu de la moutarde et de la poudre de cayenne, de l'huile d'ail et de poireaux, quelques variétés de choux marinés et ce qui ressemblait à du radis décon mariné. Ils avaient également fait provision de décon cru et de divers ingrédients pour la cuisine et les marinades, afin que nous puissions élargir notre gamme de plats végétariens. On s'est fait apporter le dîner dans nos chambres. C'était meilleur que celui de l'auberge Kainona, mais j'ai pensé qu'on aurait pu trouver quelque chose de plus savoureux à un stand de restauration. J'ai couché les enfants tôt ce soir-là et je suis sortie en ville. J'ai juste dit à Lisa et aux autres que je sortais. Elle et Nana voulaient m'accompagner, mais comme ce serait plus rapide de me déplacer seule dans ce cas, je leur ai dit de rester. Bon, n'y avait-il pas autre chose à faire avant mon enquête? J'ai entendu dire que vous aviez besoin de carottes. Je suis entrée dans la boutique d'alchimie et me suis approchée de la vendeuse. J'avais enroulé du tissu autour de mon visage et revêtu une cape en lambeaux avec une capuche sur les yeux. J'avais l'air tellement suspect que même moi, je me serais dénoncé. Certainement, à condition qu'il soit de grade 3 et plus. Cependant, la vendeuse a peut-être deviné mon déguisement, car elle a répondu avec désinvolture. J'ai sorti les noyaux de ma poche et les ai posés sur le comptoir. Comme je les avais obtenus d'abeilles à aiguilles cramoisies, la plupart étaient plutôt petits. Ceux du labyrinthe étaient tous au moins de grade 7, et ceux du berceau seulement de grade 1 ou 2, donc je n'avais pas beaucoup de choix. Écoute, je sais que les noyaux sont assez stables avant d'être réduits en poudre, mais je ne les trimballerai pas comme ça dans ma poche à ta place. Et s'il aspirait de la magie et explosait pendant que tu utilisais un sort? Waouh, ils explosent? Je suppose que le premier outil magique que j'avais fabriqué a explosé aussi quand je l'ai surchargé. Je l'ai remercié pour son conseil et j'ai disposé 20 noyaux. Elle les a placés sur quelque chose qui ressemblait à une petite tablette de transmutation et les a inspectés, prenant des notes, estimant probablement leur prix. Vous n'avez rien d'un peu plus haut de gamme? Idéalement, j'aimerais des rouges de grade 5 ou supérieur pour les potions de niveau intermédiaire. Même quelques-uns feraient l'affaire. Que dirais-tu de ça? J'ai posé sur la table les noyaux des traqueurs de l'ombre que j'avais vaincus en sauvant Casque Rouge. Bien qu'ils soient plutôt petits, ils étaient de grade 6. Tiens, c'est une pierre de qualité. Pendant que la vendeuse les évaluait, je lui ai posé des questions sur les parchemins magiques. Marchand, on m'a dit que vous pourriez me fournir des parchemins magiques en échange de ces noyaux. Choisissez parmi ceux-ci. Elle m'a montré 3 parchemins, bouclier, sonar et signal. Il y avait des parchemins comme flèche magique et étourdissement court au fond. Vous n'en avez pas d'autres? Nous en avons, mais je préfère ne pas vendre à un parfait inconnu des parchemins susceptibles de causer des blessures graves. Et celui-ci, un explorateur itinérant nous l'a vendu. Le vendeur a sorti un parchemin appelé Rafale. Il était plus puissant que le sort de magie du quotidien Brise, mais pas assez pour renverser quelqu'un. Le sortilège de magie du vent était initialement destiné à faciliter la navigation.
Curieux de savoir quel genre d'excentrique l'avait fabriqué, je me suis renseigné. D'après le vendeur, il avait été déterré dans un labyrinthe. Honnêtement, ils me semblaient tous un peu décevants, mais comme je ne voulais pas laisser passer une occasion rare, j'ai demandé si je pouvais tous les acheter. Leur prix variait de 4 à 6 pièces d'argent, soit une valeur totale de 19 pièces d'argent pour les 4. La valeur moyenne des noyaux d'abeilles à aiguilles cramoisies était d'une pièce d'argent, tandis que ceux des traqueurs d'ombre en valaient 6, tous deux près de 3 fois le prix du marché, gonflés comme celui des élixirs. J'ai reçu le reste de mon remboursement en espèces. J'espérais vraiment acheter des livres de sorts intermédiaires ou des outils magiques, mais ils ne proposaient rien de ce que je voulais, et j'ai abandonné. Après avoir quitté la boutique d'alchimie, j'ai sauté par-dessus le mur d'enceinte de la ville et filé seul sur la route principale à la vitesse d'une voiture. Bien sûr, ça aurait été pénible si quelqu'un découvrait mon identité, alors j'ai effacé mon nom et enfilé une cape noire à capuche sur mes yeux. En une demi-heure, j'ai atteint le point le plus proche de ma destination et me suis enfoncé dans la forêt. Entre mes compétences, vision nocturne, et course hors piste, ce n'était pas différent d'une promenade d'après-midi. Esquivant de temps en temps les petits animaux nocturnes surgissant des buissons et sautant par-dessus un petit ruisseau de montagne, je me suis enfoncé plus profondément dans les bois. À mi-chemin environ, je me suis arrêté un instant. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait dans cette zone vierge. Il valait probablement mieux être aussi préparé que possible. J'ai choisi un endroit au hasard pour utiliser mes parchemins et j'ai appris les sorts bouclier, sonar, signal et rafale. J'ai également acquis les compétences magie pratique et magie du vent. Cette compétence magie pratique était différente de la compétence magie pratique, autre monde, que j'avais acquise lors de ma première utilisation de pluie de météores. Je me demandais s'il s'agissait vraiment d'une compétence tout en un comme analyse. Même en sélectionnant bouclier dans le menu magique et en l'utilisant, ce n'était pas différent de celui que Nana avait créé avec magie de fondation. Il faudrait que je les compare et les confronte une autre fois. Ensuite, j'ai sélectionné sonar dans le menu magique. Des informations concernant la répartition de chaque créature vivante dans un rayon de 130 mètres me sont venues à l'esprit. Il me faudrait un certain temps pour m'y habituer. De plus, sa portée d'effet était inférieure à celle de mon radar, et les animaux sauvages à portée se dispersaient comme s'il avait senti que je les avais détectés. Je suppose que c'était comme un sonar actif, alors. Mieux valait peut-être le ranger. Ensuite, j'ai essayé d'utiliser Signal, mais malheureusement, il ne semblait pas utilisable seul. Son utilité initiale était la communication entre sorciers, alors il serait intéressant de voir si je pouvais le combiner avec un outil magique pour créer un appareil de communication simple. Finalement, j'ai essayé Rafale. Une bourrasque, à la hauteur d'une soufflerie, balaya et renversa quelques arbres élancés, mais ce n'était rien comparé à tir de feu. De toute évidence, sa capacité destructrice n'était pas censée être aussi élevée que celle des sorts de combat. Après avoir détruit mon test de champ magique, je retournai à mon objectif initial. J'avais acquis plusieurs compétences supplémentaires en chemin vers la zone vide, zoologie, pistage, perception de la présence, sur la pointe des pieds, dissimulation, et invisibilité. Cela s'était probablement produit lorsque je m'étais approché furtivement d'un des petits animaux sur mon chemin pour tenter de toucher sa fourrure duveteuse. J'ai également reçu les titres de chercheur de forêt et de poursuivant invisible. Ce dernier me déplaisait, car il me donnait l'impression d'être un harceleur. Dès que je suis entré dans la zone vide de la carte, une sensation de vertige m'a envahi. L'inconfort s'est dissipé presque immédiatement, mais en consultant le journal, j'ai vu la ligne à laquelle la magie du charme désorientant résistait. Je n'ai acquis aucune nouvelle compétence de résistance. Il n'y avait aucun magicien à proximité. J'ai rapidement sélectionné, recherché sur toute la carte, dans le menu pour compléter les champs. Cet endroit s'appelait la forêt des illusions. Elle me semblait plutôt banale, et je ne comprenais pas vraiment comment elle portait ce nom. Les seules personnes présentes étaient deux humaines dans une tour lointaine. L'une était une sorcière, l'autre son apprentie. À part cela, il y avait des créatures magiques appelées constructeurs, et d'autres cryptides. Bien sûr, il y avait aussi beaucoup d'animaux ordinaires. Alors que je fixais distraitement l'endroit où j'avais eu le vertige un instant plus tôt, un écran de réalité augmentée afficha « Barrière de charme désorientante ». Elle était probablement là pour repousser pacifiquement les intrus. Apparemment, la nouvelle de mon passage dans la structure était parvenue jusqu'à la tour de la sorcière, car son apprenti se dirigeait maintenant vers moi. J'avais déjà terminé mon travail ici, mais je me suis dit qu'il valait mieux que je m'excuse pour mon intrusion. S'il ignorait qui avait pénétré sur leur territoire ni pourquoi, cela les inquiéterait inutilement, n'est-ce pas? Le groupe d'accueil ne tarderait pas à arriver. Lancer de pierre, Sekijun. L'apprentie sorcière, une petite fille en robe, se cacha derrière des arbres voisins et lança un sort.
3 lances de pierre jaillirent du sol à mes pieds comme des stalagmites. L'attaque m'encerclait de tous côtés, mais l'intention semblait être de me piéger, pas de me transpercer. Je restais immobile, laissant les pierres m'encercler, jusqu'à ce que l'une d'elles rate sa cible et me fonce droit au cœur. Je la brisai d'un léger coup de pied en son centre. Plus grand que compétence acquise, magie de la terre, plus grand que compétence acquise. Résistance à la terre, peut-être n'était-elle pas aussi robuste qu'elles en avaient l'air. Même si j'en avais reçu un, il y avait de fortes chances que ça ne m'ait fait que légèrement mal, sans même me blesser. Mouais, penser que quelqu'un briserait une de mes pierres d'un coup de pied. Quelle absurdité, marmonna l'apprentie sorcière en larmes. C'était une gamine timide de l'âge d'Arisa. Des cheveux roux bouclés dépassaient de sa capuche. Elle chevauchait une panthère d'acier d'environ 1 mètre de haut et était protégée par 4 servantes appelées « armures vivantes ». La panthère, une constructrice, semblait être le même genre de créature synthétique. « Hénène, attrapez-la, les gars !» À moitié en pleurs, l'apprentie sorcière hurla des instructions ambiguës à l'armure vivante. 2 d'entre eux restèrent en retrait pour protéger la fille avec des boucliers ronds et des hachettes à 2 mains, tandis que les 2 autres me poursuivaient. Bon, que faire maintenant ? Je ne m'attendais pas à un accueil aussi hostile sans poser de questions. Enfin, c'était ma faute, car j'avais pénétré sans autorisation sur un terrain tellement interdit qu'ils avaient érigé une barrière pour le protéger. Je n'étais pas sûr qu'ils me pardonneraient, mais le moins que je puisse faire était de m'excuser poliment. Je regrette sincèrement la maladresse qui m'a conduit à empiéter sur votre territoire. Je suis désolé. Prenant soin de ne pas briser les armures vivantes qui m'attaquaient avec des hachettes, je les jetai dans l'obscurité de la forêt. Ce faisant, d'autres lances de stalagmites de pierre de lancer m'attaquèrent, mais je les brisai facilement d'un coup de main. Elles n'étaient pas particulièrement dangereuses. Ouah, ma magie ne fonctionne pas. Maîtresse. Paniquée, la petite fille commença à lancer un long sort. À en juger par la première phrase, il s'agissait probablement de magie de la terre. Sans doute parce que j'avais lu si souvent des livres de sorts, j'avais appris à comprendre la plupart des sorts ces derniers temps. Le fait que je ne puisse toujours pas utiliser librement la magie sans maîtriser le chant, malgré tous mes efforts, était carrément injuste. Bon, assez de plaintes. Il faut que je calme cette fille. Maintenant, pourrais-tu arrêter de m'attaquer un instant ? C'est dangereux. Si tu dois vraiment me punir, je te laisserai me frapper une fois, d'accord ? Je me suis penchée à sa hauteur pour lui parler, mais elle ne m'a pas écouté. Comme le sort qu'elle lançait s'appelait vague de boue, j'allais probablement être recouvert de boue. J'aurais accepté cela comme punition pour intrusion, mais la personne apparue au-dessus de la fille l'a arrêtée. Avec un bruit sourd, une ombre unique est tombée du ciel. Un oiseau géant appelé « moineau vieux » s'est posé sur la fille comme pour l'écraser. « Ouah !» a crié l'apprentie sorcière sous le ventre mou de l'oiseau, mais d'après ce que j'ai pu constater sur l'écran de réalité augmentée, elle était indemne pour l'instant. Sur le moineau vieux était assise une vieille femme vêtue d'une robe du même motif que celle de la petite fille. Elle me rappelait le genre de vieille dame bienveillante qu'on voit assise sur un porche à la campagne, mais elle était toujours la sorcière de cette forêt. La femme glissa le long d'une aile du moineau et atterrit au sol, puis s'approcha de moi et se laissa tomber à 4 pattes devant moi. Hein ? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la situation, s'il vous plaît ? Je suis très honorée de vous rencontrer. Je ne suis qu'une humble sorcière qui veille sur la source de mana de cette forêt des illusions. Je vous présente mes plus sincères excuses pour mon apprenti insensé et son comportement terriblement grossier envers un émissaire de Bolénan. Je vous en prie, veuillez considérer ces vieux ossements avec bienveillance et pardonner notre grave transgression. Alors, c'est aussi une source ? Attendez, plus importante encore, qu'est-ce que c'était que cette histoire d'émissaire de Bolénan ? Je me demande si ça a un rapport avec le clan de Mia. Ah, c'est peut-être la cloche que j'ai reçue de Casque Rouge. La cloche silencieuse de Bolénan était un symbole de statut social fabriqué par les elfes, je crois. Eh bien, peut-être que ça m'aidera à dissiper ce malentendu. Madame la sorcière, veuillez vous lever. C'est moi qui suis entrée sur votre territoire sans un mot de bienvenue. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi. La sorcière ne bougeait toujours pas de sa position prostrée, alors je posai ma main sur son épaule, ce qui la fit lever les yeux. Cependant, comme il n'y avait pas de téléphone, je ne savais pas comment contacter quelqu'un avant de lui rendre visite. Quelle parole généreuse, émissaire. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je protège un elfe du clan Bolénan, mais je ne suis en aucun cas un émissaire officiel. Pourtant, attaquer un personnage qui détient la cloche silencieuse, c'est comme déclarer la guerre au village de Bolénan lui-même. Un peu comme tirer sur un diplomate, j'imagine ? Enfin, pourriez-vous vous lever ? Cela me fait mal de voir une femme ramper par terre. S'il vous plaît, au moins pour mon bien. J'ai finalement réussi à faire lever la vieille sorcière et j'ai réitéré mes excuses, nous parvenant enfin à un accord. Quant à la raison de mon entrée dans la forêt des illusions,
Je lui ai expliqué que je voulais saluer la gardienne de la source de mana. Ma compétence, fabrication, y était peut-être pour quelque chose, mais elle m'a cru sans problème. En fait, je n'étais pas sûre qu'elle croie que je n'étais pas un émissaire. Je suis montée à bord du moineau ancienne avec la sorcière, et nous avons volé jusqu'à sa tour. Le dos moelleux de l'oiseau était si confortable que j'aurais presque souhaité pouvoir le chevaucher plus longtemps. Il s'est posé sur le toit avec la finesse silencieuse d'un expert. J'ai jeté un coup d'œil à mon journal une fois descendu du moineau ancien, mais je n'avais pas acquis la compétence équitation. Plus tard, j'aimerais dresser quelques montures volantes et partir en voyage aérien avec tout le monde. Seigneur Satou, par ici, s'il vous plaît. J'ai suivi la vieille sorcière et la lumière au bout de son bâton en descendant l'escalier depuis le toit de la tour. L'escalier en colimaçon longeait le mur sans rampe. Il y avait une impression de fabrication artisanale, à tel point que j'avais peur que les marches ne s'effondrent sous mes pieds. Le dernier étage ressemblait à un entrepôt. Des plantes suspendues pour sécher bordaient les étagères, tandis que la pièce elle-même contenait des boîtes bien rangées, des paniers et divers outils inconnus. La sorcière ou son disciple était très ordonnée. Nous avons dépassé l'étage où dormait la sorcière et son apprenti, et elle m'a invité dans une pièce qui ressemblait à un salon et à un laboratoire. Une petite boule de poil nous a accueillis avec un cri étrange qui ressemblait à « Poukoui ». On aurait dit une grosse boule de coton, mais d'après Lara, c'était le familier de la sorcière, une sorte de cryptide appelé « oiseau globe ». Dans un coin de la pièce se trouvait l'objet le plus emblématique d'une sorcière, un chaudron, posé sur un feu, avec un étrange liquide vert bouillonnant à l'intérieur. L'affichage de Lara l'appelait « chaudron de sorcière ». Un nom bien simple. Pourtant, elle avait laissé le feu allumé en allant à ma rencontre? J'avais vraiment l'impression de leur avoir fait du tort. Je suis en train de préparer des potions, alors veuillez m'excuser si l'endroit sent les herbes. Pas du tout. Je m'intéresse moi-même à l'alchimie, alors ça ne me dérange pas. Je suppose qu'elle avait remarqué que je fixais le chaudron et qu'elle avait mal interprété la situation. Tout de même, Madame la sorcière, n'utilisez-vous pas une tablette de transmutation? Ce chaudron est une sorte de tablette de transmutation, voyez-vous. C'est un objet magique qui imprègne la potion du mana abondant de la source pour en augmenter considérablement l'efficacité. Il s'est avéré que la tour elle-même était une installation de concentration de mana. Puisque les villes ont des cœurs de ville, peut-être que les tours en ont aussi? Je n'ai pas pu me résoudre à poser une question aussi impolie, alors nous nous sommes présentés officiellement. J'ai vérifié les informations détaillées sur l'écran de réalité augmentée à côté d'elle. Bien qu'humaine, la femme était plus âgée que Mia, l'elfe, avec ses 217 ans. Les sorcières vivent-elles simplement plus longtemps, ou est-ce parce qu'elles contrôlent la source? La femme était de niveau 37, ce qui semblait relativement bas pour son âge. Elle utilisait la magie de l'eau et la magie pratique. Elle possédait également un éventail de compétences très magiques, dont méditation, transmutation, formulation, et fabrication d'outils magiques. Son titre était « Sorcière de la forêt des illusions », ce qui aurait été parfait si ce n'était pas aussi son nom. Curieux, j'ai demandé à la sorcière son vrai nom pendant notre conversation, et elle m'a dit l'avoir abandonné en héritant de la source. Ainsi, une partie du rituel d'héritage d'une source de mana exigeait de renoncer à son nom. J'ignorais même l'existence d'un rituel pour hériter des sources. Lorsque j'ai pris le contrôle de la source de la vallée des dragons, je n'avais accompli aucun rituel de ce genre, alors peut-être que massacrer les dragons avec pluie de météores était l'équivalent. Je me suis aussi demandé si je n'avais pas réussi à prendre le contrôle de la source du berceau de Trazayuya parce qu'une seule personne ne pouvait pas contrôler plusieurs sources, ou si Mia l'avait obtenu grâce à son titre de maître du berceau. Pour une raison inconnue, rien comme contrôleur de source n'apparaissait dans mes titres ou mes notes, je n'avais donc aucun moyen de le confirmer. Je n'avais probablement pas remarqué que j'avais pris le contrôle de la source de la vallée des dragons, car je n'avais pas consulté mon journal après avoir utilisé pluie de météores. Après avoir discuté des sources de mana, j'ai demandé à la vieille sorcière de me montrer ses potions finies. En les analysant, je les ai toutes trouvées de haute qualité. Elles sont magnifiquement faites. Les potions deviennent-elles plus efficaces selon la quantité de magie ou de mana qu'elles contiennent? Ai-je demandé en lui rendant les potions? En théorie, oui. Cependant, au bout d'un certain temps, tout excédent de mana s'écoulera, il n'y a donc pas vraiment de raison, en général. Si vous l'utilisez immédiatement, ce sera plus efficace, mais en termes d'efficacité en PM, la magie de récupération est plus pratique. Je vois, c'est pour ça que ce n'était pas mentionné dans mes manuels d'alchimie. Après cela, la sorcière et moi avons discuté d'alchimie un moment. C'était surtout la vieille femme qui me faisait la leçon, mais la conversation s'avéra néanmoins enrichissante. J'entendis du fracas en bas. Comme mon radar l'avait indiqué, l'apprentie sorcière était de retour. Ses gardes d'acier devaient être plus lents que la panthère, car il sillonnait toujours les bois.
L'apprenti monta les escaliers en trombe et fit irruption dans la pièce avec une force impressionnante. Cette fille a besoin de se calmer. Inanima Anna, avant de faire irruption dans une pièce. Oh, je suis désolée, maîtresse. Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Imitant son professeur, la fille se laissa tomber au sol. L'oiseau globe traversa la pièce en voltant et sauta sur la tête de l'apprenti, gonflant son corps rond. Apparemment, c'était sa position de départ. C'est de ma faute d'avoir imprudemment pénétré sur votre territoire. Si j'accepte vos excuses, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Cela semblait une façon hautaine de le dire, mais se comporter comme elle l'attendait était le seul moyen de la convaincre. Quel nom incompréhensible, pourtant. N'a-t-elle pas un surnom, comme Iné, ou quelque chose comme ça? Comment se passe la potion? La vieille sorcière prit la parole, et Iné se précipita pour remuer le contenu du grand chaudron. Comme elle faisait la même taille que le chaudron, la tige de brassage ressemblait à une rame entre ses mains. Ça avance bien, maîtresse. Cela signifie que nous pourrons remplir notre part du pacte cette fois encore. Oui, en effet. Puis-je compter sur vous pour surveiller le feu ce soir? Ouais. Laissez-moi faire. Cela semblait indiquer qu'elle allait s'endormir et échouer, mais se moquer des autres était impoli, alors je l'ignorais et me tus. Le mot « pacte » m'a sauté aux yeux, me poussant à le lui demander. J'étais simplement curieuse. Je n'avais aucune intention d'insister s'il ne voulait pas en parler, mais la vieille sorcière n'eut aucun mal à me donner une réponse simple. C'est un pacte que nous avons conclu avec le comte Kouanou. En échange de leur protection contre les hors-la-loi et les chasseurs dans notre forêt, nous leur livrons 300 potions spéciales 2 fois par an. 300? Réunir tous ces ingrédients semble fastidieux, mais je suppose qu'avec un chaudron aussi grand, il pourrait tout préparer d'un coup. Bien que la vieille sorcière l'ait bien exprimé, cela ressemblait à une taxe destinée à garantir l'autonomie de cette forêt. Des hordes de kobolds avaient apparemment attaqué les mines d'argent du comté ces dernières années, ce qui accentuait la pression pour qu'ils respectent leur part du marché. Certes, avec autant de médicaments à action rapide, il était difficile d'imaginer l'armée subir des pertes, même face à une importante meute de monstres. Peut-être la pénurie de noyaux dans la ville de Nuki et l'achat officiel de fioles pour potions étaient-ils liés à la fabrication de potions par la sorcière? Eh bien, vu la situation dans le comté, je n'avais aucune intention d'intervenir. La vieille sorcière et moi avons repris notre discussion d'alchimie, interrompue par le retour de son apprenti. La sorcière m'a expliqué qu'elle avait fabriqué son propre équipement de transmutation, dont le chaudron, et m'a appris des connaissances utiles sur les outils magiques en plus du cours d'alchimie. Puisqu'elle m'avait si généreusement enseigné tous ces modèles et recettes, il me fallait rassembler plus de matériaux et essayer une nouvelle concoction. Bien qu'elle ne demandât aucune compensation pour ces informations, la vieille sorcière avait une requête. Lorsque je l'informa que je me rendais vers la vieille capitale, elle me demanda de remettre une lettre à l'une de ses connaissances en chemin. La personne en question vivait dans une forêt, à l'écart de la route principale, mais cela ne me dérangeait pas, alors j'acceptais quand même. À ma grande surprise, elle m'apprit que le destinataire de la lettre était un géant de la forêt. Si c'était un jeu, cela aurait sans aucun doute été une quête, livrer la lettre au village des géants. Puisque j'allais aider la vieille sorcière et son ami le géant, et que, par-dessus le marché, je découvrirais un village de géants, tout le monde semblait gagnant. Et avec non seulement des géants, mais aussi des licornes vivant dans la forêt, j'attendais ce voyage avec impatience. Ne voulant pas abuser de mon hospitalité, je décidai de rentrer. Lisa et les autres devaient s'inquiéter pour moi, de toute façon. Refermant la lourde porte de bois derrière moi, je quittai la tour. La vieille sorcière m'avait proposé de me porter sur le moineau suranné, mais il était cruel de faire voler une personne âgée la nuit au début de l'hiver, alors je déclinai poliment. Venue me saluer, la vieille sorcière lança un sort qui créa une traînée de faible lumière sur le sol. La magie, plus sophistiquée qu'il n'y paraissait, absorba environ 10% des PM de la sorcière. Cependant, ces PM se régénérèrent à une vitesse incroyable, environ la moitié de ma vitesse de récupération incroyablement rapide. Les vitesses de récupération de Mia et d'Arisa étaient incroyablement lentes comparées aux miennes, mais celles-ci étaient bien plus rapides. C'était probablement un autre avantage de la source de mana. Bien sûr, nos PM de base étant différents, comparer les taux de récupération en pourcentage n'était pas forcément très précis, mais cela donnait une estimation approximative. Chasséant ces pensées superflues de mon esprit, je fis mes adieux à la vieille sorcière et quittai la tour. Ce chemin de lumière me ramènerait hors du territoire. À mon arrivée dans cette forêt, j'avais pensé qu'elle ne portait pas bien son nom, mais j'avais tort. Des muguets scintillants comme des lucioles, des papillons d'un vert pâle, des sauterelles transparentes comme du verre. La forêt regorgeait de créatures fantastiques. Elles n'étaient pas toutes belles non plus. Lorsque des papillons voletaient sur mon chemin, arborant des visages humains trop réalistes, je ne savais pas si je devais rire ou frissonner.
Dans une petite prairie entre les arbres, des fées appelées « faunes » dansaient joyeusement en frappant sur des tambours. Je parie que si j'emmenais les plus jeunes filles ici, elles se joindraient à moi. Je voyais de moins en moins de spectacles à mesure que je m'approchais de la barrière de charme désorientante. J'étais un peu triste de partir, mais j'en avais vu plus qu'assez pour me satisfaire. Sur le chemin du retour, j'ai abattu un sanglier que j'ai trouvé tapi le long du chemin. Un souvenir pour Lisa et les autres. De retour à l'auberge, Arisa, presque hystérique d'inquiétude, m'a réprimandé. En substance, sa tirade était qu'il était trop dangereux pour moi de m'aventurer seule dans la forêt la nuit. Quand lui ai-je dit que j'étais sortie de la ville? Elle a esquivé la question quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans cette chambre plutôt que dans la sienne, mais vu sa chemise de nuit plutôt courte, elle essayait probablement de se glisser dans mon lit à nouveau. J'aurais sans doute pu être plus offensif en le soulignant, mais comme la leçon larmoyante d'Arisa était plutôt adorable, je l'ai simplement prise dans mes bras et me suis excusée sans chercher d'excuses. Il faudra bien que je lui montre un jour que je peux me déplacer dans le noir sans problème pour qu'elle ne s'inquiète plus comme ça. Le lendemain matin, je me suis réveillée au bruit d'un lit qui grinçait. J'entendais la respiration de quelqu'un d'autre. Arisa essayait-elle encore de me harceler dès le matin? Cette fille n'a jamais rien compris. Légèrement irritée, j'ouvris les yeux. Maître, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Une voix étonnamment sexy me réveilla en un clin d'œil. Nana était juste au-dessus de moi, les cheveux lâchés. Elle était inexpressive comme d'habitude, mais son visage était rouge de façon suggestive. Elle me regardait à quatre pattes, ce qui me permettait d'admirer son décolleté à travers le large décolleté de son chemisier. J'étais terriblement tentée de les toucher d'en bas avec la paume de la main. Je n'avais pas tout compris, probablement parce que j'avais désactivé ma fonction, oui aiguë, la veille au soir pour ne pas avoir à entendre les ronflements du vieil homme d'à côté. Maître, dépêchez-vous, bien sûr, envoûtée par la chaleur fiévreuse de la voix de Nana. J'acquiesçai involontairement. Nana se redressa et, d'un seul coup, déchira son chemisier. Tiré par le t-shirt, ses seins ronds bondirent triomphalement dans l'air libre du matin. Après un instant de grâce, ses longs cheveux blonds couvraient rapidement la vue, les poursuivant à toute allure. En transe, ma main se dirigea instinctivement vers la poitrine de Nana. « Bonjour, ta chère Arisa est là aussi. » Qu'est-ce que c'est? Les cris d'Arisa me ramenèrent à la raison. Regardant autour de moi, je vis que Lisa et Lulu n'étaient pas dans la pièce. Elles s'étaient probablement déjà réveillées et étaient parties préparer notre départ. Que faire de cette main qui flotte dans l'air? Devrais-je la serrer quand même? Encore à moitié endormie, je tendis la main vers Nana. Arisa utilise barrière impénétrable. Arisa fit un bond sauvage vers moi, et je la pris automatiquement dans mes bras. Nana nous fixa, Arisa et moi, perplexes. Maître, dépêchez-vous de calibrer mon instrument de base, je vous prie. Hein? Tu ne fais rien de mal? Au mot de Nana, la fureur d'Arisa disparut. Ouais, allons-y. Bien sûr que non. Vraiment? Il y a quelque chose de louche là-dedans. Pas du tout. Arisa me lança un regard accusateur, mais je la repoussai grâce à ma compétence visage impassible. Puis nous écoutâmes les explications de Nana. Il s'avéra que la mauvaise récupération de PM dont Nana s'était plainte la veille était devenue un problème majeur, alors elle m'avait demandé de l'aider à la régler. Tu n'as pas la compétence manipulation magique. Comme mes instruments de base ne fonctionnent pas correctement, je ne peux pas effectuer la procédure pour le moment, je vous le signale. D'accord. J'ai aussi la compétence manipulation magique. Je vais essayer. Que dois-je faire? Pose ta main près de mon cœur et laisse la magie s'y répandre. Je t'avertirai de tout ajustement nécessaire, je le déclare. Nana laissa retomber ses bras le long d'elle, offrant son corps nu. Non loin de là, Arisa laissa échapper un grognement sourd. Désolé, mais c'est au nom d'un traitement médical. Ouais, je n'ai pas le choix. J'ai tendu la main vers sa poitrine d'un air triomphant, mais juste avant de pouvoir la toucher, Mia m'a arrêté d'un mot. Retour. C'est vrai, si c'est juste près du cœur, il n'y a aucune raison que tu ne le fasses pas dans son dos. Excellente idée, Mia. Quand tu veux. Mia avait passé la tête par l'entrée de la pièce, et elle entra au trot et sauta sur mes genoux. La proposition de Mia est acceptée. L'efficacité de l'ajustement ne sera pas affectée si c'est par le dos, je te le garantis. Nana se leva, se détourna de moi et se rassit. Ses sous-vêtements blancs modernes étaient magnifiques, mais je sentais les regards noirs d'Arisa et de Mia, et j'ai commencé à les enfiler sans même les fixer. Nana a rassemblé ses cheveux et les a ramenés sur son épaule, devant elle. Les cheveux fins de sa nuque et la ligne lisse de son dos étaient terriblement attirants. Il ne faut jamais sous-estimer la sensualité des omoplates. Si je baissais ma garde une seule seconde, j'avais peur de perdre le contrôle. À ce moment-là, j'étais terriblement tentée de lui caresser la colonne vertébrale, mais je concentrais toute ma volonté pour résister à cette envie. Je posais mes deux mains sur son dos et laissais la magie couler de ma main gauche à ma droite. Je sentis vaguement mon flux magique s'accrocher à quelque chose.
Ajustant légèrement l'intensité du flux, j'essayais de dégager son chemin. Ce calibrage de l'instrument de base semblait bien se dérouler. MNN. Ah, maître, un peu plus doucement, s'il vous plaît. Ah, Nana, pourriez-vous arrêter ces gémissements sensuels, s'il vous plaît? J'ai peur que le bas de mon corps réagisse. Obscène. Grrr, c'est définitivement mon tour la prochaine fois. Malgré la bouderie de Mia, j'avais peur qu'Arisa ne fonde en larmes. Alors, quand Lisa est venue me réveiller, je lui ai demandé de les apporter au petit déjeuner. L'ajustement a pris une dizaine de minutes. Probablement surstimulée, Nana s'est effondrée face contre terre sur le lit une fois que nous avons terminé et est restée ainsi un moment. Son expression de profil semblait plutôt heureuse, alors je la laissais tranquille jusqu'à l'heure du départ. Notre 6e après-midi depuis notre départ de Serious City se passa sur un léger air de satisfaction. Nous quittâmes Nuki, ville du comté de Kuanu, et installâmes notre campement en fin d'après-midi dans une prairie près d'un petit ruisseau. Pour éviter tout problème, j'avais choisi un endroit ombragé, sous les arbres, difficile à repérer depuis la route principale. J'avais choisi de camper ici pour pouvoir dépecer les bêtes capturées la veille. Même si elles ne perdaient rien de leur fraîcheur dans l'entrepôt, il fallait les traiter avant de pouvoir les utiliser pour la cuisine. Une fois les préparatifs du camp terminés, les hommes bêtes s'attaquèrent à la tâche principale, dépouiller les corps. Lulu et Nana aidèrent également aux préparatifs pour la transformation de la viande. Mia et Arisa détestaient l'odeur du sang, alors je les envoyais en aval chercher des herbes sauvages. Il y avait beaucoup à faire cette fois. Je devais vraiment donner un coup de main, moi aussi. J'ai rassemblé toute ma détermination et j'ai rejoint Lisa et les autres qui s'occupaient des loups au bord de la rivière. Il y a un problème, maître? Lisa a posé la tête de loup qu'elle venait de retirer sur une pierre proche et s'est tournée vers moi. J'ai croisé le regard de la tête fraîchement coupée. Ma motivation s'estompait à une vitesse fulgurante. Oh non, j'ai justement abattu un sanglier lors de ma promenade hier soir. Pourriez-vous le démonter aussi? Ma bouche a bougé d'elle-même, changeant rapidement de sujet. J'ai utilisé le sac de rangement pour atteindre le rangement et en sortir le petit sanglier. Lisa l'a admiré et a dit, « Vous ne manquez jamais de nous impressionner, maître. » De la viande de sanglier? Ça a l'air délicieux, monsieur. Pochi et Tama ont accepté mon offrande et l'ont déposée sur une grosse pierre, sous les instructions de Lisa. Je vous laisse faire le reste. Oui, attendez avec impatience le dîner de ce soir. Lisa a porté la main à sa poitrine, toute excitée, alors je lui ai dit que j'avais confiance en elle et je me suis aventurée un peu en aval. Ah, maître, on a une belle prise. Satou. Arisa me montra un panier rempli de poissons. Elle avait utilisé la magie psychique sur la rivière pour les attraper. Le panier que Mia tenait en jouant de la flûte de roseau contenait une pléthore de noix, de baies et de champignons. Il faudrait que j'analyse les champignons plus tard. C'est vrai, même si je ne sais pas m'occuper des cadavres de bêtes, je devrais au moins être capable de manipuler les poissons. Je retournai au campement avec les deux pour traiter le poisson qu'Arisa avait attrapé. Bien sûr, j'avais demandé à Lisa de nous montrer comment faire. Pour commencer, je saisis le corps glissant du poisson et en ôtai les écailles. La façon dont les écailles collaient à mes mains était assez répugnante, mais j'y parvins quand même et coupai la tête maladroitement avec un couteau de cuisine. Ensuite, je retirai la nageoire pectorale, ouvris le ventre, vidai les intestins et les jetai dans la rivière, comme Lisa l'avait fait. J'ai fait de mon mieux pour chasser le souvenir des entrailles glissantes et frétillantes. J'ai dû faire une pause après avoir jeté la bave dans l'eau claire du ruisseau. Après cela, le reste a été facile. Mes compétences, démontage, et cuisine, ont pris le dessus pour fileter le poisson en 3 morceaux. Nous nous sommes occupés du reste du poisson de la même manière. En me libérant de mes pensées et en exécutant les mouvements machinalement, j'ai acquis la compétence sérénité. Si les samouraïs existaient, je parie qu'ils m'en voudraient d'avoir atteint cela si facilement. J'ai également obtenu le titre assez étrange d'ouvrier démolisseur. Je dois dire que cela ressemble plus à la démolition de bâtiments qu'à la cuisine. Excusez-moi, maître, je suis impressionné par votre finesse remarquable. Mais qu'allons-nous faire de tout ça? Ouais, je n'avais pas anticipé aussi loin. Mon silence en dit long à Arisa, qui secoua la tête avec une expression de patience. Je me creusais la tête pour trouver une utilité aux poissons. On pourrait les faire frire. Oh, mais on n'a pas d'huile. Ou de la chapelure et des œufs. On n'avait pas assez d'huile pour faire des fritures. On avait beaucoup de viande grasse, mais ça serait galère d'en faire de l'huile. Il faudrait que j'en achète pour la friture une fois arrivé à la prochaine ville. Soudain, j'ai regardé Lisa et les autres qui démantelaient les loups bruns. Avec toute la viande et les entrailles qu'ils produisaient, impossible de tout utiliser pour le dîner de ce soir. Si on cuisinait 15 poissons en plus, personne ne finirait. Bon, on les fait sécher, alors. Oui, vu ce qui se passe là-bas, c'est sans doute mieux comme ça. En regardant la montagne de viande s'amonceler près de Lisa et de ses compagnons,
Arisa se dirigea péniblement vers la rivière pour rejoindre Mia et ramasser des galets brillants sur la berge. Arisa était une ancienne japonaise et ancienne princesse, alors j'imaginais qu'elle était aussi mal à l'aise que moi à l'idée de démonter du gibier. Je l'observais du coin de l'œil, puis disposais les filets de poisson sur un plateau en bois et les salerais généreusement. Il ne restait plus qu'à laisser le soleil assécher toute l'humidité, et ils seront cuits. Me dis-je, maître, si vous faites sécher du poisson, il faut d'abord le plonger dans l'eau salée pour que le sel pénètre à l'intérieur. J'avais commencé à aligner les filets salés au soleil, mais Lisa m'en empêcha. Elle m'expliqua que la procédure correcte consistait à tremper le poisson dans une saumure salée pendant une trentaine de minutes, puis à le rincer à l'eau, et enfin à le faire sécher dans un endroit ensoleillé et bien aéré. J'ai suivi les étapes selon les explications de Lisa. Grâce à ma compétence cuisine, j'avais une idée générale de la quantité de sel nécessaire. Je pouvais savoir quand c'était suffisant sans même regarder l'heure, ce qui me permit de comprendre la puissance de ce système de compétences. J'ai lavé les filets et les ai disposés côte à côte sur une grande assiette. Il ne me restait plus qu'à m'assurer que les insectes ne les attrapent pas. J'ai appelé Arisa près de la berge. Arisa, désolé, mais pourrais-tu m'aider avec l'insectifuge? D'accord. Le sort d'insectifuge d'Arisa était un sort original, conçu par moi-même. Je l'avais inventé après l'avoir vu utiliser le sort de magie psychique champ d'anxiété pour éloigner les nuisibles. Cette magie rendait les insectes méfiants. J'en avais aussi créé un pour les petits animaux, mais Tama était si sensible aux créatures environnantes qu'elle n'arrivait pas à se calmer, alors nous l'avions abandonné. Le but du sort était de nous assurer de dormir confortablement la nuit lors d'un camping. Une seule utilisation suffirait jusqu'au lendemain matin. Place maintenant à l'essentiel. Après avoir réussi la mission de manipulation du poisson, j'étais un homme nouveau. Bon, il est temps de démanteler des loups. Lisa, oui, que puis-je faire pour vous? J'étais un peu déconcerté par l'obsession de Lisa pour la collection de têtes coupées. Oh, je me demandais juste si on pourrait les cuisiner, vu qu'il y en a tellement. On pourrait sans doute utiliser la langue, le tissu cérébral et tout le reste, mais je gardais ça pour moi. Je n'étais vraiment pas prêt à regarder quelqu'un dépecer une tête coupée. Je te demanderai la prochaine fois qu'on ira chez le boucher en ville. Oui, je t'en prie. L'expression de Lisa était rayonnante d'impatience, un peu surréaliste vu la tête de loup qu'elle tenait. J'ai soigneusement évité de croiser son regard cette fois-ci et j'ai participé au reste du démontage. Elles étaient gluantes, d'une autre manière que le poisson, mais je ne voulais pas faire mauvaise impression devant tout le monde, alors j'ai gardé mon sang-froid. L'astuce consistait à éviter le contact visuel avec le cadavre quand je lui décapitais. En chemin, j'ai essayé le titre de démolisseur que j'avais obtenu plus tôt, mais ça n'a rien changé, à ce que j'ai compris. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, alors? Avec tout ce massacre, l'odeur devenait terriblement forte. J'aperçus Mia et Arisa, toujours à la recherche de jolies pierres sur la berge, et j'appelai l'elfe. Je lui demandais de nous laver avec de la magie. Mais un seul tour ne suffisait pas à dissiper complètement l'odeur tenace. Désolé, Mia, mais peux-tu boire une potion de récupération de PM et réessayer? Non, non, Mia refusa, dessinant un X sur sa bouche avec ses doigts. Amer, les potions de récupération de PM sont-elles si dégoûtantes? C'est vrai, personne ne veut en boire, sauf en cas d'urgence. Pourquoi ne pas te laver normalement à l'eau chaude? Je te laverai même le dos, maître. Obscène. Grâce à la remarque imprudente d'Arisa, Mia avala une potion de récupération magique d'un trait et utilisa à nouveau le sort sur moi. Son visage était crispé de dégoût, alors je lui donnai un peu de réglisse épineuse pour lui nettoyer le palais. Comme j'avais nettoyé avant, je m'assis à l'ombre des outils magiques du bâtiment des calèches. J'avais été responsable de la bouilloire pendant un certain temps, mais bien que j'ai déjà pris un bain avec les filles bêtes dans la maison d'hôte du château, je sentis qu'il était temps de partir dès que Nana et Lulu commencèrent à se déshabiller. De toute évidence, les femmes de ce monde n'avaient aucune pudeur ni pudeur face à la nudité. Le souvenir de la peau blanche comme une perle de la femme de l'auberge du front de la porte de Seriou me revint en mémoire, et je secouai vivement la tête pour chasser toute pensée impure. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que ma libido s'emballe ici. Réprimant tout désir charnel par la seule force de ma volonté, je décidai de me remettre à la fabrication d'objets magiques. Cette fois, je cherchais un chauffe-eau. Le circuit de conversion de la puissance magique en chaleur, semblable à une tige d'amadou, était relativement simple, alors je me dis que je pouvais m'y attaquer. La dernière fois, j'avais dessiné mon circuit sur une planche de bois, mais cette fois, j'utilisais un radiateur. J'ai pensé qu'il serait préférable d'utiliser un matériau ininflammable. J'ai ouvert stockage à la recherche d'une base offrant une bonne résistance et conductivité thermique. J'avais plusieurs candidats en tête et j'ai opté pour des casseroles de rechange. L'une était une épaisse casserole en fer, probablement ignifuge, et l'autre une casserole en cuivre de taille similaire.
J'ai dessiné le circuit de chauffage avec la solution au fond de la casserole. Lorsque j'ai passé de la magie à travers, le circuit a brillé d'un rouge vif, brûlant intensément. Finalement, la température était trop élevée pour la casserole en cuivre et a fait fondre un trou au fond. La casserole en fer était correcte, mais le circuit lui-même a légèrement fondu. La température était trop élevée pour une bouilloire. J'ai donc ajusté le circuit pour l'abaisser à environ celle d'un feu de joie. J'ai versé de l'eau dans la casserole et l'ai chargée avec précaution d'un mince filet de magie. Le circuit est devenu rougeoyant, et de minuscules bulles sont montées du fond. Bientôt, les bulles ont écumé lorsque l'eau a commencé à bouillir. Ainsi, dans une seule casserole, un seul PM a suffi à augmenter la température de 30 degrés. Sachant que tir de feu n'utilisait que 10 points par tir, cela ne semblait pas très efficace. D'après le manuel d'outils magiques, le fer avait tendance à diffuser la puissance magique, c'était donc probablement la cause. Pourtant, je pouvais faire bouillir de l'eau en moins d'une minute, ce qui n'était pas si mal. Si j'essayais de la chauffer plus vite avec ce simple circuit, elle fondrait probablement. Comme j'avais placé le cercle dans la casserole, il était complètement découvert, cet outil ne serait pas adapté à la cuisson. On pouvait facilement gratter le circuit avec une louche en remuant et le casser. De plus, des aliments risquaient de s'infiltrer dans les interstices du circuit, le rendant difficile à nettoyer. Pour l'instant, je vais simplement m'en servir comme bouilloire électrique. Fraîchement sortis du bain, Lulu et Nana préparèrent le dîner sous la conduite de Lisa. Une fois la vaisselle dressée, les plus jeunes n'avaient plus rien à faire, ils furent donc livrés à eux-mêmes. Pochi et Tama rejoignirent Mia pour ramasser des cailloux sur la berge, et Arisa s'affala sur un tapis avec un grimoire. Je regardais la viande empilée pour le dîner. Les loups bruns entièrement dépecés représentaient près de 90 kilos de viande à eux seuls. Outre ce que nous mangions ce soir, nous avions enterré le reste des entrailles. Il y avait une petite montagne de cœur et de foie tranchés sur un plateau. La couleur rouge foncé n'était pas vraiment appétissante. Dans ce cas, je préférais la couleur de la viande de loup roquette de la veille. Bon, puisque j'ai la compétence cuisine, et tout le reste maintenant, je devrais peut-être essayer sur cette viande. Lisa, je veux goûter la viande de loup roquette d'hier. Tu pourrais m'apprendre à la cuisiner? Si tu veux, je serais ravie de te la cuisiner. Lisa proposa de s'occuper de tout pour moi, mais comme je voulais voir les effets de ma compétence cuisine, j'insistais pour le faire moi-même. Commençons par les préparatifs. La viande de loup roquette était rouge et très maigre, comme du bœuf étranger. J'en ai découpé un petit morceau, j'ai entaillé les tendons avec un couteau de cuisine sous la direction de Lisa, et j'ai assaisonné de sel et de poivre. Ensuite, j'ai versé un peu de graisse dans une poêle chaude et je l'ai enduite d'huile, puis j'ai fait revenir des tranches d'ail et les ai disposées dans de petites assiettes. J'ai rapidement grillé la viande, écoutant l'huile grésiller. Un peu inquiète d'une intoxication alimentaire, je les ai bien cuites. D'où venait cette odeur délicieusement délicieuse? Je l'ai retournée une fois bien saisie. Il ne me restait plus qu'à attendre la fin de la cuisson. Cela m'a semblé long, peut-être parce que c'était une viande monstrueuse, mais à en juger par l'essence que me transmettait ma compétence cuisine, tout le reste fonctionnait comme de la viande normale. C'est quoi, cette odeur appétissante? Posant son grimoire, Arisa se précipita vers ma poêle et y jeta un coup d'œil. Pochi et Tama avaient abandonné leur collection de cailloux et apparurent derrière Arisa, la bave aux lèvres. Pour une raison inconnue, même Mia et Nana, malgré leur régime végétarien et liquide respectif, manifestèrent un certain intérêt. Que voulez-vous dire? Je fais cuire la viande de loup roquette d'hier juste pour la goûter. Tiens, c'est tout ce que vous préparez? Ça n'a pas l'air d'être suffisant pour tout le monde. Eh bien, oui, c'était juste pour goûter et m'assurer que ça ne faisait rien d'étrange. Ensuite, je laisserai quelqu'un d'autre essayer un peu et voir si nous restions indemnes le lendemain. Après avoir expliqué, un cœur de volontaire répondit. Je le fais. Je serai le sacrifice ultime. Tama aussi, je veux être le sacrifice et manger de la viande, monsieur. Non, c'est trop dangereux pour les enfants. Permettez-moi plutôt d'être le sujet de l'expérience. Maître, je vous appartiens. Tout devoir qui est le vôtre est aussi le mien. Je suis donc le sujet le plus approprié pour une expérience, je vous le conseille. Monsieur, de la viande? Alors tout le monde veut en manger? Sauf Mia, en tout cas, qui avait été charmée par l'odeur et s'était désintéressée une fois qu'elle avait appris que c'était de la viande. Nana, tu dois continuer ton régime liquide encore un peu. On décidera à pierre-feuille-ciseaux. Nana, tu n'es toujours pas censée manger d'aliments solides, alors tu ne peux pas. Maître, reviens sur ta décision. Non, Nana a fait de son mieux pour exprimer son choc et sa mortification avec son visage impassible, mais je l'ai froidement rejeté. Je me sentais vaguement coupable, mais je pouvais difficilement soumettre la personne à l'estomac le plus fragile à cette expérience. Hurrah, j'ai gagné. Lulu sautillait triomphalement, les poings levés. Je ne l'avais jamais vue manifester une joie aussi franche.
Observant affectueusement Lulu comprendre ce qu'elle faisait avec une gêne immédiate, je coupai la viande en 2 morceaux. Puis j'en jetai un dans ma bouche. Quoi, la viande était plus délicieuse que toutes celles que j'avais jamais goûtées. Non, je suppose que de toutes les viandes que j'avais mangées, le filet de bœuf omis que le président de l'entreprise m'avait offert était probablement un peu meilleur. Mais quand même, pourquoi ce steak était-il si délicieux? Le simple assaisonnement de sel et de poivre avait fait ressortir la saveur originale de la viande. Malgré sa cuisson parfaite, il semblait fondre en bouche dès la première bouchée. Il n'y avait pas beaucoup de jus, mais le liquide savoureux coulait directement sur ma langue. La graisse fondue de la poêle ne faisait qu'ajouter à la saveur. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi délicieux. Et l'ail que j'avais ajouté lui donnait encore plus de profondeur. Le goût de gibier, si différent de celui du bœuf, m'a submergé de plaisir. Le petit morceau de viande a disparu dans ma gorge. L'odeur d'ail dans mon nez et l'arrière-goût sur ma langue m'ont donné envie d'une seconde bouchée. Mais, me souvenant de mon objectif, je me suis forcé à rester fort. J'ai vérifié mon journal pour en être sûr, mais je n'ai vu aucune résistance étrange. Comme ma compétence, analyse, l'avait suggéré, la viande ne semblait pas dangereuse. C'est délicieux. D'accord, Lulu, mange-la aussi. J'ai pris l'autre morceau avec des baguettes et je l'ai tendu à Lulu. Retenant ses cheveux d'une main, Lulu a ouvert grand sa petite bouche et a mordu dans le morceau de viande. J'ai été surpris qu'elle n'ait pas hésité un peu plus, comme d'habitude, timide. La nourriture délicieuse était vraiment envoûtante. Lulu a rapidement alterné plusieurs expressions avant d'afficher un sourire béat. Ah chache, maître, celui qui vous épousera et mangera ce genre de nourriture tous les jours aura beaucoup de chance. Lulu a poussé un soupir suggestif et a marmonné comme si son appétit l'avait possédé. C'est vrai, Lulu, je suis sûre que vous pouvez faire craquer maître pour votre beauté. Qu'en dites-vous, maître? Si vous épousez Lulu, vous recevrez une harissa en bonus gratuitement. Imagine, avoir 2 belles sœurs pour avoir un. La phrase d'Arisa prenait un tournant dangereux, alors je l'interrompis avec un « Forefront Flick MK2 ». Le MK2 ne veut rien dire. D'habitude, Lulu répondait à tout compliment par un flot de négativité, mais, fascinée par le steak, elle ne prêta aucune attention à Arisa. En consultant mon journal, je vis que j'avais obtenu les nouveaux titres de maître cuisinier de la viande et de sorcier de la table. En refermant le journal, mon regard tomba sur le plat maculé d'huile de viande, alors je le lavai dans un seau à proximité. Les taches d'huile pouvaient être très tenaces, après tout. Ah, mes espoirs et mes craintes sont envolés, monsieur. Je n'avais fait que laver le plat de steak, mais cela provoqua un cri de Tama et un hurlement de désespoir chez Pochi. Voulait-il lécher le jus du plat? Lisa ne dit rien, mais elle ne réagit pas non plus lorsque la marmite déborda. Bon, je suppose que je dois en préparer pour tout le monde. Finalement, tout le monde, sauf Mia, a mangé du steak de loup roquette. Au début, j'avais prévu de faire patienter Nana, mais lorsqu'elle a fait appel à la mystérieuse technique légendaire du « jiggle jiggle », je n'ai pas eu d'autre choix que de céder. Refusant d'accepter la réalité de la légende, Arisa et Mia ont protesté d'une manière ou d'une autre, mais j'étais trop absorbée par mon propre bonheur pour m'en souvenir clairement. Tout le monde avait encore faim après les petits morceaux de steak, mais je ne voulais pas qu'ils mangent trop et aient mal au ventre, alors je leur ai proposé les cœurs et les foies cuits de les loups bruns à la place. Comparée au steak de loup roquette, la viande de loup brun était un peu un goût acquis, mais elle était tout de même délicieuse à sa manière. Je suppose qu'une compétence cuisine, poussée à son paroxysme, pourrait probablement rendre savoureux même des ingrédients de mauvaise qualité. Je précise que j'ai préparé un sauté de légumes et de champignons pour Mia, puisqu'elle n'était pas au menu des plats de viande. Malheureusement, je n'avais pas un répertoire culinaire très étendu. Ah, dire qu'on va pouvoir manger des plats aussi délicieux tous les jours à partir de maintenant. Pas vraiment, je le ferai seulement quand j'en aurai envie. J'aimais la bonne cuisine autant que tout le monde, mais c'était impossible de préparer quelque chose comme ça tous les jours. Je m'en lasserais, c'est sûr. Et puis, je me sentirais mal, vu que Lisa avait appris à cuisiner à Lulu et Nana. Cependant, j'appréciais les plats préparés avec un niveau de « cuisine » maximal, alors je me suis dit que je m'en chargerais de temps en temps à partir de maintenant. Oh, vraiment, maître, je vous en prie, reconsidérez. Dominés par leur appétit, Arisa, Mia et Nana protestèrent. Les filles bêtes et Lulu semblaient déçues elles aussi, mais elles s'abstinrent de se joindre à la protestation. Bon, je suppose qu'elles sont conscientes de leur statut d'esclaves. Comme dans la fable du vent du nord et du soleil, la pudeur des filles bêtes me toucha plus que les plaintes des autres, alors je cédai et dis que je donnerais un coup de main pour le déjeuner une fois par jour. En un clin d'œil, la montagne de cœur et de foie avait totalement disparu. Je suppose que je devrais préparer un remède pour l'estomac ensuite.